Alors, dans Startup Story, on vous présente des initiatives de jeunes Bruxellois et jeunes Bruxelloises, des initiatives en matière de start-up. Et cette fois-ci, on s'intéresse à l'éducation, à l'apprentissage, au coaching. Dans Startup Story, on reçoit Laetitia Malgo de My Mini Buddies, Antoine Caria de Easy Labus et Cyprien Debarros d'Alteria. Et on terminera avec Marie Servet de Time to Code. Donc ce sont les 4 startups dont nous allons parler aujourd'hui. Et évidemment, pour mieux faire connaissance, savoir de quoi il s'agit, on va leur proposer à chacun et à chacune de nous pitcher leur startup et leur initiative. Et ils ont chacun 20 secondes pour le faire. Laetitia, c'est vous qui allez commencer. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est par vous que ça va commencer. Donc Laetitia va nous parler de My Mini Buddies. Vous avez 20 secondes. Alors, My Mini Buddies, c'est une société d'édition en ligne de livres et de posters personnalisés pour les enfants. L'idée, c'est de mettre l'enfant au cœur de l'aventure pour renforcer son estime de soi. On essaye aussi d'apporter de la culture générale aux enfants, donc nos histoires sont recherchées. Ici, notre premier livre, c'est sur le tour du monde de prénoms. Et alors, je fais ça avec mon associé Charlotte Évrard. Ah, c'est parfait. En 20 secondes, tip-top, vous avez expliqué ce que c'est vos systèmes de livres personnalisés. Donc ça, c'est quand même assez particulier, parce que vous auriez pu juste faire de l'édition de livres. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, il y a combien d'exemplaires par livre en général, dans votre cas? Ah, mais c'est unique. C'est unique. Donc c'est vraiment impression à la demande. C'est avec le prénom de l'enfant. Ici, j'ai amené un petit livre pour vous montrer. Et alors, en fait... Ça, c'est Robin. Voilà, c'est Robin. Mais ici, c'est Billy. Ça peut être Arthur, Sophie, Charlie. Ouais. Et donc, à l'intérieur, il y a la possibilité de mettre une petite photo de l'enfant avec une dédicace. Et puis, tout au long du livre, c'est le prénom de l'enfant, donc qui est le héros de l'histoire. Alors, on va passer de l'enfant à l'étudiant avec vous, Antoine Caria, dans le cas de Easy Labus. Alors, c'est quoi Easy Labus? Vous avez 20 secondes. Alors, EasyLabus, c'est une application de partage de podcasts audio éducatifs qui aide les jeunes à apprendre des concepts, de la matière, par l'audio. On met énormément en avant le fait de partager ses connaissances via de toutes nouvelles fonctionnalités sur notre application qui est le studio qui permet à n'importe quelle personne d'uploader un podcast sur la plateforme et d'être rémunéré en fonction des écoutes qu'il fait. Et donc, en fait, à la place du syllabus habituel, on a le livre audio, quoi. On a un livre audio, on a des audios qui expliquent de la matière, des concepts qui n'ont potentiellement pas été compris en cours ou juste parce qu'on a envie d'apprendre par l'audio. C'est très bien, une bonne idée l'audio, hein. On aime bien l'audio ici. Alors vous, Cyprien Debarros, vous c'est encore autre chose, c'est toujours de la formation, mais vous, c'est au travers de la réalité virtuelle, vous allez nous expliquer tout ça, parce que vous êtes le CEO d'Alteria. Absolument. Alteria, c'est une start-up tech dont la mission est de réaliser des formations à destination des entreprises en réalité virtuelle. On se focalise essentiellement sur l'industrie et on réalise nos propres systèmes logiciels qui permettent aux entreprises de créer leur propre contenu en réalité virtuelle pour les entraînements. Donc c'est-à-dire vous allez dans l'entreprise, vous regardez quels sont les types de formations nécessaires, et après il faut créer évidemment tout ça en réalité virtuelle. Voilà, alors d'un côté, on réalise, je dirais, des formations à la demande, où on a un studio qui s'occupe de répondre aux besoins, et de l'autre côté, on met en place un écosystème de logiciels qui donne le pouvoir de création aux entreprises. Alors des formations, on va passer aux cours, à des cours extrascolaires, avec vous, Marie Servet, dans Time to Code. Vous avez 20 secondes. Alors chez Time to Code, on apprend aux jeunes de 12 à 18 ans à coder. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le marché de l'emploi avait énormément évolué et donc coder est devenu l'une des compétences les plus recherchées par les employeurs. Donc Time to Code permet d'ouvrir des portes aux adolescents et tout ça de manière cool, décontractée et jeune parce que tous nos profs ont entre 20 et 25 ans plus ou moins. Mais alors pourquoi former une start-up? Parce que finalement, donner cours, est-ce que ça n'aurait pas suffi? Donner cours chez vous ou chez les gens, donner un cours de code? Ça permet de vraiment créer toute l'ambiance de communauté où tout le monde s'entraide et c'est pas juste des cours particuliers. On a vraiment des petits groupes. Ça permet de mieux connaître le code, ça, pour des ados, de se retrouver à plusieurs, d'apprendre la même matière. Ça permet de dégeekifier en fait le code et dégeekifier, c'est-à-dire de permettre de rendre le code vraiment comme une activité extrascolaire où le jeune est content d'aller et où c'est pas comme à l'école où on n'attend que de rentrer chez soi. Et l'âge, c'est quoi, vous nous disiez? Entre 12 et 18 ans. 12 et 18 ans, et c'est de l'extrascolaire. Extrascolaire, donc le week-end ou l'après-midi après l'école. Ouais. Alors, Marie Servet, quel était le déclic
À quel moment on vous a dit « c'est ça que je dois faire » ? Alors l'idée est née sur les bancs de l'université. On était à un cours d'informatique avec mon associé et on avait nos premiers cours en fait de Python, donc de programmation. Et on a fait vraiment le constat que dans l'auditoire, il y avait peut-être 5% des étudiants qui avaient quelconque notion en programmation. Et donc ça nous a lancé dans une petite analyse de marché. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pays comme les États-Unis, la Chine, mais également en Lettonie ou même en Europe ici, qui avaient déjà intégré totalement la programmation dans le système scolaire. Et donc là, on a vu vraiment un retard par rapport à la Belgique et on a voulu changer ça un peu plus rapidement qu'attendre que les systèmes publics fassent parce que ça veut dire que votre start-up, elle est terminée à partir du moment où on donne des cours de code dans toutes les écoles. Sauf que c'est pour ça qu'on a vraiment notre offre qui est ludique et jeune et cool pour éviter d'avoir vraiment cette approche scolaire, cette approche qui est reliée toujours au prof, à l'écoute et qui est plus ici dans l'interaction et dans le jeu. Alors vous, Antoine Caria, comment est venu ce déclic ? L'idée de EasyLabus, c'était où et quand ? Alors c'est quasiment un running gag avec mes proches parce que c'est une histoire que je raconte tout le temps. Mais c'était quand j'étais en Erasmus à Bologne en 2016, j'avais des tonnes de pages à apprendre en format audio et je me suis dit tiens, si j'avais toutes ces pages, si justement je les avais pas en audio, si justement je les avais en audio, j'apprendrais la matière plus vite et en plus grande quantité. Je l'ai fait, ça m'a aidé, j'ai réussi mes examens grâce à ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas partager cette solution à d'autres étudiants, mais ça a pris directement. Et on apprend plus vite quand c'est en audio ? Alors il y a des études qui ont prouvé qu'on retient 2 à 3 fois plus ce qu'on écoute que ce qu'on lit. Donc normalement ça a fonctionné sur moi et normalement les études prouvent que ça fonctionne mieux. Après c'est à tout un chacun d'essayer et de voir si ça fonctionne. On dit que certains ont la mémoire visuelle, d'autres ont peut-être la mémoire auditive. Effectivement, après il y a une petite spécification à ça. C'est pas parce qu'on a une mémoire visuelle qu'on ne peut pas apprendre par l'audio. En fait les mémoires peuvent se coupler, c'est-à-dire on peut écouter et apprendre en lisant et apprendre en répétant. Si on est auditif, on n'est pas nécessairement pas du tout visuel, quoi. Alors Laetitia, ça vous donne des idées, ça ? Des livres audio peut-être ? Des livres personnalisés en audio, ça peut être une idée, non ? Ça peut être une très très chouette idée. Maintenant, c'est tout à fait un autre concept. Ouais. Ici, chez My Mini Buddies, on mise aussi beaucoup sur les illustrations qui sont faites par mon associée Charlotte, à la main, à l'aquarelle, parce qu'on a envie de revenir à des illustrations d'antan, justement. Et le visuel est quand même très important chez le petit, chez l'enfant. On parle de quel âge dans votre cas ? Alors ici, notre livre s'adresse aux 4 à 9 ans. Maintenant, on aime bien dire qu'il n'y a pas d'âge pour lire un livre parce que le parent peut lire l'histoire comme il l'entend. S'il lit en diagonale, il peut très bien la raconter de manière plus simple à l'enfant quand il est plus jeune et ensuite la raconter autrement. Et ça coûte combien ? Voilà, moi j'ai un enfant, il s'appelle William, je veux lui faire un petit livre. Ça coûte combien ? Alors c'est 39,50 €, par livre, plus la livraison. Donc voilà, il faut savoir que c'est une impression à la demande. Donc on fait fonctionner 10 machines pour l'impression d'un livre. Donc voilà, c'est le coût. Voilà, c'est le coût normal, je dirais. Et vous, quel était le déclic ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces livres à la demande ? Mais en fait, moi j'ai rencontré Charlotte pendant le confinement et je suis tombée amoureuse de ses illustrations. Et on est toutes les deux mamans. Je lui ai dit, tiens, est-ce que ça ne te dirait pas de faire des histoires pour enfants ? Et on a voulu les personnaliser pour donner un petit plus, pour se démarquer. Donc on avait déjà ces dessins à travers lesquels on se démarque, parce que ce n'est pas fait à l'ordinateur. La personnalisation. Et alors, la troisième chose, c'est l'éducation en général. Donc on a vraiment envie d'apprendre des choses aux enfants. Et nos histoires sont recherchées. Et donc à la fin du livre, l'enfant saura que c'était les pyramides de Khéops, saura ce qu'est la muraille de Chine, que l'Amazone, c'est le plus long fleuve du monde, qu'une baleine vit jusqu'à 80 ans. Et tout ça, on avait envie d'inculquer ce genre de culture aux enfants pour qu'ils s'en souviennent toute leur vie, en fait. Alors vous, Cyprien de Barros, quel était le point de départ d'Alteria ? Alors c'était à Solvay, et plus précisément à l'ULB, le 29 février 2016. Ça c'est précis. Absolument. À 16h, à côté de mes amis de classe, où j'ai commandé mon premier casque de réalité virtuelle au lieu d'étudier mon examen de physique. Et très rapidement, avec les camarades de classe et surtout mes amis proches, on s'est dit ce serait incroyable d'utiliser la réalité virtuelle pour apprendre des concepts compliqués en physique. Puisque l'aspect audio, l'aspect visuel, c'est très important dans l'apprentissage. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et en proposant de la réalité virtuelle à des étudiants, on aurait pu
révolutionner complètement le système éducatif en immergeant au sein des équations les étudiants. Et c'était le point de départ vraiment d'Alteria, qui s'appelait à l'époque SolveR, c'était un jeu de mots sur Solvay et VR pour Virtual Reality. Et donc ça a commencé là, et puis vous avez pivoté vers les entreprises. Absolument, absolument. Puisque quand on a commencé la réalité virtuelle à cette époque-là, elle venait tout juste de naître. J'entends la réalité virtuelle moderne. Et donc, on s'est rendu compte que pour créer une entreprise, il fallait trouver des fonds qui se trouvaient ailleurs que dans le système éducatif. On commence à se rediriger vers les universités, on commence à avoir des demandes du secteur éducatif public, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on travaille essentiellement avec des entreprises. Et surtout, le déclic, ça a été d'avoir l'envie de travailler avec des personnes que j'aime profondément. Et donc, créer cette entreprise, c'est avant tout une merveilleuse aventure qui permet de travailler avec des amis qui sont très proches. Et donc, je combine ma passion et mon entourage. Ça, chez vous, c'est votre cas aussi, Marie, puisque vous travaillez avec un ami. Vous étiez à Solvay aussi, vous? Exactement, et mon ami aussi. Voilà, en tout cas, c'est un groupe qui vient de Solvay. Et vous parliez le Python, vous, Cyprien? Alors non, j'ai toujours été un amoureux de la technologie, un grand enthousiaste, mais j'ai toujours été un piètre programmeur. Voilà, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez que les enfants devraient apprendre le codage très tôt? Oui, parce que nous, on s'en rend compte avec Alteria à quel point le code, c'est devenu la construction des cathédrales du 21e siècle. Apprendre le code, comprendre comment fonctionne un ordinateur dans ses entrailles, c'est important pour ne pas être un esclave du numérique, mais en être le maître. Antoine Carriga, quand vous entendez tout ça et quand vous voyez votre expérience, vous dites qu'on pourrait améliorer le système éducatif en allant prendre quelques idées, l'audio d'un côté, le codage de l'autre, la réalité virtuelle, la personnalisation. Effectivement, bon déjà à titre personnel, je pense que si j'avais dû refaire mes études, je me lancerais dans la programmation, dans le code. Donc voilà, ça c'est un constat que j'ai fait moi-même. J'ai l'impression que le système éducatif, je ne me suis pas assez renseigné sur l'Europe, mais en Belgique est très très lent. Et les améliorations sont très très lentes, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et on le voit avec plein d'écoles qui se lancent, Molengeek, etc., qui est en plein essor. Donc je pense que c'est effectivement très important d'inculquer des nouvelles compétences aux jeunes à l'heure actuelle. Alors on apprend souvent de ces erreurs, Marie Servet. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des erreurs qui vous ont aidé à avancer? Je pense que toujours, et c'est exactement sur cette base-là qu'on a créé Time to Code, parce qu'on a voulu faire un peu à la va-vite au début. On a d'abord lancé une petite classe pour essayer de voir si notre offre convenait à nos clients, et on a tout de suite un peu adapté. Il y avait heureusement pas grand-chose à adapter, mais c'était le but. Donc on a vraiment d'abord fait une seule classe avec vraiment un questionnaire à la fin où on a demandé aux parents de nous donner un feedback, aux enfants également de nous donner un feedback. Et c'est comme ça qu'on a vraiment adapté notre offre. Donc je pense que se tromper, c'est indispensable, et surtout pour construire quelque chose d'adapté. Vous aussi, vous êtes trompée, Laetitia, au début de l'expérience? Ça fait pas très longtemps, vous avez lancé My Mini Buddies, mais est-ce qu'il y a déjà des modifications qui ont été apportées oui, bien dans sûr. la trajectoire? Bien sûr, oui, ne fût-ce que dans le texte, parce qu'il y a une manière de s'adresser aux enfants, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc on l'a fait relire par une psychologue pour être sûr de ne pas instaurer de traumatisme aux enfants. Voilà, à un moment donné, le petit manchot s'est garé, il avait peur, il appelait à l'aide. On a changé un petit peu le texte. Donc oui, je pense qu'on apprend toujours de ses erreurs, et quand on lance une start-up, évidemment, on en fait. Mais comme vous dites, c'est un apprentissage. Et vous, Cyprien de Barros, il y a des obstacles ou en tout cas des erreurs où vous dites « heureusement je l'ai faite cette erreur ». Absolument. C'est même dans l'ADN d'Alteria, puisque notre logiciel principal, son slogan, c'est « Practice makes perfect », ou c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en réessayant, en faisant différemment qu'on peut atteindre la solution souhaitée. Et dans mon parcours personnel, j'ai échoué régulièrement. J'ai échoué régulièrement à l'université. Et donc j'ai voulu. C'est un bon entraînement, alors ça vous voulez dire. Ça a été, c'était à l'américaine. On va se relever de sa chute en espérant à chaque fois faire mieux, mais de manière différente. Ce serait de la folie de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Mais pourquoi on a envie finalement d'aider les autres à mieux étudier? C'est parce qu'on a eu tellement de difficultés soi-même, Cyprien? C'est parce que j'ai
personnellement éprouvé énormément de frustration avec l'université, la manière dont on inculquait des matières qui nécessitaient un médium radicalement différent. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est au-delà de ça. Moi, ma valeur principale, c'est l'éducation, parce que je trouve que c'est un pilier fondamental de la société. Et donc, le mieux on est formé, le mieux on est conscient du monde extérieur, le plus on peut devenir, je pense, un citoyen conscient du monde et de ses capacités. Je suis sûr qu'Antoine sera d'accord, hein. Vous aussi, vous avez constaté que cette problématique de l'enseignement. Effectivement. J'étais un étudiant peu assidu au cours, c'est vrai, donc je ne peux pas juger à 100% le système éducationnel, mais c'est vrai que je trouve que ça a très peu évolué, même comme tu le disais, la manière dont la matière est enseignée n'a pas changé depuis des dizaines d'années, et je pense qu'utiliser des nouveaux outils, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est important que vous ayez dit peu assidu, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent très bien leurs études en n'allant jamais au cours. Effectivement. Il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai, c'est difficile à admettre, mais c'est le cas. Je pense que c'est une réalité qui est parfois peu acceptée des professeurs d'ailleurs. Le fait qu'on puisse réussir et même bien réussir des examens et même être diplômé sans aller au cours, c'est quelque chose qui est très peu accepté mais qui arrive très souvent. C'est le cas de moi et mon associé par exemple. Et je n'encourage personne à ne pas aller en cours évidemment. Hein. Ouais, mais enfin quand même. Et vous, Marie Servet, qu'est-ce qui vous a donné le goût finalement de transmettre et de vouloir que ces jeunes apprennent le codage? Parce que je pense que les activités extrascolaires sont vraiment un point vraiment essentiel pour les enfants. Vous en avez eu, vous, quand J'en vous ai eu étiez beaucoup. enfant? J'étais plutôt du côté plus sportif, du coup. Mmh. Après, j'ai fait des cours de langue aussi. Mais bon, ça, c'est vrai que du coup, ça m'amusait un peu moins. Et ce qu'on essaye d'apporter avec nos cours de programmation, c'est vraiment un mix entre les cours comme de langue que j'ai pu faire dans ma jeunesse et également les cours de sport où au final, c'est pas sportif, mais c'est du sport de cerveau. Et ça permet quand même d'avoir des petits groupes où les jeunes se rencontrent entre eux. Il y a vraiment une chouette ambiance. Comme je disais dans mon pitch, au final, les coachs sont tous jeunes, ils ont tous plus ou moins mon âge. Mmh. Et donc, ça crée vraiment une petite famille dans la classe et le jeune est très content d'y aller. Dans votre cas, Marie Servet, à quel niveau êtes-vous maintenant de start-up? Vous êtes à quel niveau de croissance? Alors, on a commencé en septembre 2021, du coup. On a commencé avec 3 classes. À partir de janvier, on a doublé. Donc le but, c'est de continuer cette croissance dans ce sens-là. Après, comme vous le disiez au début, on a une école extrascolaire, mais on travaille également avec des écoles, donc avec une activité parascolaire. Et ça, c'est un peu le but aussi, c'est de continuer à joindre des nouvelles écoles. On travaille actuellement avec le lycée français et avec le collège Cardinal Mercier. Et le but, c'est de continuer à toucher des écoles comme ça pour permettre à d'autant plus d'enfants d'avoir accès au codage. Et peut-être un jour créer votre propre école de codage, comme il en existe déjà. Elle est créée là. Oui, non mais une école à 100%, pas seulement une école en extrascolaire. Ou Oui, en après, ça, je pense que le système belge est très très lent et c'est également pour ça qu'on a proposé notre offre en parascolaire et extrascolaire et qu'on n'a pas une seule fois pensé de se mettre dans le système éducatif belge qui est très lent. Et vous avez des besoins de financement? Pas pour le moment. Ouais. On se débrouille très bien avec ce qu'on a pour le Comme ça, moment. tant mieux. Et vous, Laetitia Malgaud, est-ce que vous en êtes dans la croissance de votre start-up qui a 1 an déjà? Mais écoutez, où est-ce qu'on en est? Ça avance petit à petit. Après, nous, on a tout fait en fonds propres pour les investissements. Et vous étiez à vous 2 aussi? On était à 2. Oui. Et Est-ce que vous allez étendre avec d'autres personnes? pour le moment, pas. Mais par contre, on aimerait bien s'étendre sur le marché. Donc pour l'instant, on fait essentiellement la Belgique et la France, mais nos livres sont déjà traduits maintenant en 5 langues. Et donc, on espère s'étendre parce qu'on a un imprimeur aussi qui imprime en fonction du pays de destination du livre. Et donc, c'est une plateforme en connexion avec 105 sociétés d'impression dans le monde. Donc, si on commande aux États-Unis, il sera imprimé de là-bas et envoyé de là-bas. Et donc ça permet de garder un prix abordable pour tous les pays, quoi. Exactement, un prix abordable et aussi au niveau de la livraison, parce qu'avec le Brexit, au début, on avait du mal. Et donc, récemment, on a changé de fournisseur et maintenant, il y a cet avantage-là. Et donc, ça nous permet aussi de nous étendre un peu partout en Europe, c'est l'idée. Voilà. Donc une extension géographique, mais vous faites aussi d'autres choses que le livre, vous faites des posters aussi. Hein? Tout à fait. Donc, on fait des posters. Il y a le poster de naissance avec toutes les informations de naissance de l'enfant. L'idée, c'est de garder vraiment ces informations parce que
on oublie au fur et à mesure combien pesait son enfant 5 ans plus tard. Et c'est de mettre sous cadre le plus beau moment de sa vie. Et alors, il y a des posters éducatifs aussi avec une carte du monde et un abécédaire. Toujours dans l'esprit d'éduquer l'enfant au mieux, comme dans nos livres avec la culture générale. Ici, l'alphabet et la carte du monde. La géographie, c'est important aussi. Donc, voilà. Alors Antoine Caria, vous en êtes où, vous, dans la croissance d'Isilabus? Alors Isilabus, ça a été créé en janvier 2020, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est là, qu'on a créé Isilabus. On en est à 25 000 inscrits, des centaines de milliers d'écoutes de nos podcasts, plus de 2000 podcasts pour l'instant. Et on a tout récemment, il y a 6 mois maintenant, fait notre première vraie levée de fonds en décembre 2021. On a levé un peu plus de 400 000 euros, ce qui nous permet de faire croître l'entreprise de manière exponentielle et surtout d'ouvrir de nouveaux marchés. Vous avez ça une nouvelle... un scoop, c'est ça. On part en France à partir de septembre. Donc, le marché français est énorme, 10 fois plus que la Belgique. Donc, ça veut dire combien de personnes chez Isilabus? Chez Isilabus, on n'est que 2 pour l'instant. On a une équipe qui produit les podcasts, on a une équipe de développement, mais tout est outsourcé, donc on n'est que 2 pour l'instant. Alors, chez Alteria, où est-ce que vous en êtes dans votre croissance? Cette vieille start-up, comme vous avez expliqué tout à l'heure, puisque vous êtes là depuis 5-6 ans déjà. Alors, on a créé l'entreprise il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, aujourd'hui, on est 7, équivalent quasiment temps plein. On va probablement doubler de taille d'ici septembre. La réalité virtuelle, c'est un secteur qui a connu beaucoup de crises et de doutes. On a beaucoup douté, on a eu énormément de challenges. La croissance n'a pas été exponentielle dès le début et n'a pas continué à être exponentielle comme on pourrait le croire avec une startup tech. Mais là, cette année, 2022, on explose les records. On n'a jamais eu autant de projets, autant de pistes. On est très clairement sur une voie ascendante. On avait levé des fonds par le passé, plus de 2 fois d'ailleurs, lever des fonds parce que c'est forcément, ça mange beaucoup de capital de créer des logiciels performants maison en réalité virtuelle. C'est vrai que nous, on n'outsource pas, on essaye d'avoir tout en interne, tant pour notre partie purement studio que pour la partie réalisation d'un écosystème de logiciels. Et vous trouvez des gens à Bruxelles pour vous recruter facilement à Bruxelles? Alors, on recrute à Bruxelles. C'est vrai qu'on cherche des profils un peu partout, tant qu'ils sont compétents. Donc oui, à Bruxelles, il y a de bonnes écoles, il y a pas mal de moyens de nourrir notre force de travail, mais il est vrai qu'on recrute aussi à l'étranger. C'est ça. Oui, et donc vous les attirez à Bruxelles pour qu'ils viennent vivre à Bruxelles. C'est pas mal. Absolument. On est au carrefour de l'Europe, autant en profiter. Est-ce que c'est un bon écosystème, Bruxelles, Marie Servet? Je pense que Bruxelles est Même s'il est parfois compliqué, comme vous avez dit. Exactement. Mais le fait que ce soit compliqué, ça donne une opportunité énorme à tout type de projet. Je pense que, je ne vais pas parler de Bruxelles, mais plus des gens qui y habitent. Je pense que les gens sont quand même assez ouverts d'esprit. Et ils sont, malgré le fait qu'on est un peu à la traîne dans l'éducation, je pense que les gens sont très conscients des nouvelles tendances, donc que ce soit la programmation, que ce soit également l'écoute comme les autres projets. Les gens sont friands d'avoir des nouveaux projets par rapport à tout ce qui est éducation. C'est vrai qu'on est assez ouvert et tolérant, c'est vrai. Pour conclure, Antoine Caria, de votre côté, l'objectif numéro 1, c'est quoi? C'est la France? C'est la France et c'est surtout de recruter, d'attirer de nouveaux créateurs de contenu comme toutes les plateformes de création comme TikTok, Instagram. Ils sont à la recherche de nouveaux créateurs. Venez sur notre application. Très bien. Et vous, votre objectif numéro 1, Laetitia Malgaud, pour terminer l'émission? C'est l'Europe. C'est d'atteindre l'Europe. Voilà, de vendre partout. Cyprien de Barros, objectif numéro 1? Devenir le plus grand producteur de logiciels de réalité virtuelle et augmentée en Europe. D'être un géant du numérique et de remplacer probablement le A des GAFA ou des GAFAM ou des GAMA. Ça, c'est de l'ambition, dites-moi. Hein. On verra ça. Hein. On vous suivra de près. Et vous, Marie Servet, votre objectif? Mon objectif, je dirais, c'est ne pas se limiter aux 12-18 ans, mais élargir l'offre à tout type d'âge, en dessous de 18 ans en tout cas. Merci à tous les quatre d'avoir partagé votre passion pour vos startups, pour l'éducation, pour l'apprentissage. Pendant toute cette saison d'été, vous avez suivi 40 startups qui ont été décrites dans l'émission Startup Story. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en découvrir 40 autres encore l'été prochain. D'ici là, au revoir et bonne fin d'été à vous.